bienvenue à InfoSoir, voici les titres. 500 médecins réunis à Rabat pour un congrès international sur la médecine d'urgence. Venus d'Afrique et d'Europe, ils veulent mettre en lumière l'importance de cette discipline et améliorer la prise en charge des patients dans les situations d'urgence. Coup de théâtre au Parlement britannique. Les députés devaient approuver un accord conclu entre Londres et Bruxelles pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Contre toute attente, ils adoptent un amendement qui exige un report du Brexit. Medir accueille une rencontre régionale des micro-entrepreneurs. Bénéficiaires de microcrédits, des centaines d'exposants originaires du nord du royaume présentent des produits du terroir et d'artisanat pour promouvoir le savoir-faire local. Hommage à des femmes engagées. À Fès, une cérémonie a récompensé des femmes qui se sont distinguées dans la médecine, l'enseignement ou l'action associative et qui contribuent au rayonnement de leur ville et de leur région. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est une composante essentielle du système de santé. La médecine d'urgence est le thème d'un congrès international à Rabat. Pendant 2 jours, 500 médecins africains et européens ont participé à des ateliers et débattu de l'évolution de cette discipline. Pour les praticiens marocains, l'objectif est d'améliorer la prise en charge des patients dans les situations d'urgence. Reportage Jada Berdan et Youssef Lotfi. Le récit est de Mehdi Foudi. C'est un atelier pratique sur les cas cliniques aux urgences encadré par une médecin urgentiste. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la 2e journée de ce 3e congrès international sur la médecine d'urgence. Elle permet à ses bénéficiaires d'apprendre comment intervenir efficacement auprès des patients nécessitant une prise en charge médicale immédiate dans les différentes conditions de travail. Cet atelier nous a permis d'étudier et analyser des cas d'urgence réels que nous avons accueillis à l'hôpital régional Idrissi à Kenitra. Nous essayons de démontrer à travers cette formation que nous pouvons intervenir utilement avec les moyens dont nous disposons. Cette édition a connu une participation considérable des infirmiers. C'est toute une journée d'études qui nous a été consacrée. Nous avons pris part à plusieurs simulations médicales. Ce conclave est à l'initiative de la Société marocaine de médecine d'urgence. Le thème de cette édition porte sur les essentiels de cette discipline. Une occasion pour les différents participants d'échanger les idées et partager les expériences afin de mettre en œuvre plusieurs recommandations. La première, c'est la prise en charge des urgences, surtout cardiovasculaires, et l'intérêt de l'échographie en situation d'urgence. Deuxième recommandation, c'est le développement et la notion du triage est très important pour faciliter la prise en charge des patients au niveau des urgences. Troisième recommandation, c'est développer la Société marocaine de médecine d'urgence afin qu'il soit une société savante, référente. Ils étaient plus de 500 participants, africains et européens, spécialistes dans le domaine, à prendre part à cette manifestation scientifique. L'objectif est de rappeler la nécessité d'entreprendre les mesures nécessaires et urgentes pour améliorer les qualités des soins au sein des urgences et les rendre mieux adaptés. Améliorer la qualité des prestations médicales, c'est aussi l'objectif de la rencontre organisée par la Société marocaine de cardiologie qui tient son congrès à Marrakech. Les praticiens du Maghreb sont également conviés. Le thème choisi cette année est celui des liens entre cœur et diabète. Cette maladie chronique est en effet un facteur aggravant de risque cardiovasculaire. C'est un reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Cette patiente atteinte de diabète vient de découvrir qu'elle souffrait également de problèmes au cœur. Une situation que connaissent beaucoup de diabétiques. En effet, le diabète de type 2 est un facteur de risque cardiovasculaire puissant et indépendant. Les spécialistes encouragent donc les patients à effectuer tous les ans un bilan afin d'éviter le dépistage de la maladie à un stade trop avancé. Un bon nombre de patients, ça peut avoisiner les 50% de diabétiques qui ont des maladies cardiovasculaires. Et comme le cas de beaucoup de nos patients, ils sont méconnus, ils ne savent pas, et on les découvre au stade de complications graves, comme celle de la patiente de tout à l'heure. Et donc c'est toute l'importance du dépistage. L'intrication absolue de ces deux pathologies a également été au cœur de ce congrès qui a réuni des cardiologues nationaux et internationaux. L'objectif, débattre des nouvelles données en matière thérapeutique incitant à une collaboration très étroite entre cardiologues et diabétologues. L'occasion de rencontrer nos amis maghrébins, aussi nos amis de l'Afrique de l'Ouest et plusieurs de nos collègues des États-Unis, du Canada et d'autres pays. Et tout ça pour débattre, premier thème,
le cœur et le diabète, qui sont deux pathologies qui sont très intriquées. Nous parlerons bien sûr de ce que nous appelons les facteurs de risque. Le diabète en est un facteur majeur. Dans le même temps, nous parlons de la technologie. La technologie, c'est d'abord l'imagerie. Comment on fait aujourd'hui le diagnostic et surtout, quels sont les outils les plus performants. 6% des patients diabétiques dans le monde meurent d'une maladie cardiovasculaire. Une étude anglaise a établi que le diabète de type 2 pouvait contribuer à l'élévation sur 10 ans de 10% du risque de mortalité cardiovasculaire et 20% d'insuffisance cardiaque. Les autorités sanitaires mondiales affichent leur inquiétude. L'Organisation mondiale de la santé affirme que l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo est une urgence sanitaire. L'OMS confirme ainsi l'évaluation établie il y a 3 mois et qualifie aujourd'hui l'épidémie d'Ebola de complexe et dangereuse. L'Organisation mondiale de la santé dénonce également le manque de fonds dédiés à la lutte contre cette maladie. En République démocratique du Congo, 230 000 personnes ont été vaccinées contre Ebola, mais la maladie a refait surface dans le nord-est du pays. Nouveau rebondissement dans l'interminable feuilleton du Brexit. Le Parlement britannique devait voter pour ou contre l'accord conclu entre Londres et Bruxelles pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les députés ont finalement adopté un amendement qui contraint le Premier ministre britannique à demander un report du Brexit. Une option rejetée catégoriquement par Boris Johnson. Les explications avec Mamadou Diaye. Boris Johnson devra encore prendre son mal en patience. Avec l'adoption de l'amendement Ledwin, les députés reportent leur décision sur l'accord. Pour sa part, le Premier ministre britannique refuse toute nouvelle négociation avec Bruxelles et écarte toute idée d'une nouvelle date pour le Brexit. Je ne négocierai pas un délai avec l'Union européenne et la loi ne m'y oblige pas non plus. Je dirai à nos amis et collègues de l'Union européenne exactement ce que j'ai dit à tout le monde au cours des 88 derniers jours que j'ai été Premier ministre, que tout retard supplémentaire serait mauvais pour ce pays, mauvais pour notre Union européenne et mauvais pour la démocratie. L'Irlande du Nord, qui compte 10 voix au Parlement britannique, avait retiré son soutien au gouvernement de Boris Johnson. Les députés nord-irlandais estiment que l'accord négocié par le Premier ministre confère un statut différent à l'Irlande du Nord, notamment en termes de réglementation douanière. Nous constatons que l'Irlande du Nord et les Nord-Irlandais seuls seront laissés entre les griffes de l'Union européenne en tant que membres de fait de l'Union douanière et liés aux réglementations européennes. Moins de 2 semaines avant la date butoir, mais le feuilleton est loin de connaître son épilogue au Parlement britannique. Dans les rues de Londres, les manifestants sont sortis par milliers pour réclamer un second référendum sur la question. La situation reste tendue au Liban. Des milliers de personnes ont de nouveau manifesté aujourd'hui pour dénoncer la corruption et la crise économique. C'est la 3e journée de mobilisation dans le pays. Le mouvement de protestation est né suite à l'annonce d'une taxe sur les applications de messagerie. Malgré l'annulation de la décision, les protestataires ont continué à défiler dans la capitale Beyrouth et dans d'autres villes. Près de 70 personnes ont été arrêtées par les services de sécurité avant d'être relâchées. Retour au Maroc avec ce litige opposant des douars de la région de Sfro à une association de chasse. Les habitants des douars ont organisé un sit-in devant la direction provinciale des eaux et forêts. Ils dénoncent la décision prise par la direction de confier temporairement l'usage de terrain à une association de chasse. Les villageois affirment qu'il s'agit de propriété privée. De leur côté, les eaux et forêts confirment la légalité de l'opération. Reportage Sarah Jabri et Driss El-Kohen. Non à l'autorisation de la chasse sur des terrains privés. Ces villageois issus d'une dizaine de douars dans la province de Sfro l'ont clamé haut et fort durant le sitting de protestation qu'ils ont organisé devant le siège de la direction provinciale des eaux et forêts. Nous avons été surpris par cette décision. Des pancartes autorisant la chasse sur nos propres terrains ont été installées sans avis préalable. Nos terrains ne sont pas des terrains forestiers. Nous refusons donc qu'ils soient amodiés à une association de chasse. Ce sont des propriétés privées et des terrains agricoles. Les agriculteurs concernés contestent cette décision. D'après la direction provinciale des eaux et forêts à Sfro, l'amodiation de ces terrains au profit d'une association de chasse s'est faite selon les lois en vigueur, suite à un appel d'offres, précisant qu'au Maroc, le droit de chasse appartenait à l'État et qu'il est délégué sous des conditions bien déterminées.
Il faut savoir que c'est une activité réglementée. L'exercice de la chasse est interdit à moins de 200 mètres des habitations et dans les exploitations agricoles, mais aussi dans les terrains dont les propriétaires ont préalablement déposé une demande d'interdiction auprès de notre direction. À noter que pour interdire la chasse sur un terrain, son propriétaire se doit, selon les lois en vigueur, de déposer une demande auprès des autorités administratives provinciales. Une demande qui doit être formulée avant le 1er du mois d'août, précédant la date d'ouverture de la chasse. Promouvoir et accompagner l'action des micro-entrepreneurs, c'est le thème d'une rencontre qui s'est tenue à Mdirk. 500 exposants originaires du nord du royaume et bénéficiaires de microcrédits présentent des produits du terroir et d'artisanat. L'événement permet aussi de développer leur savoir-faire grâce à des formations. La rencontre est organisée par le Centre Mohamed VI de soutien à la microfinance solidaire. C'est un reportage de Khalid Reitou, le récit est de Rita Saha. En pleine installation de son stand, Soad dispose les produits 100% bio fabriqués par sa coopérative de Bnider, des huiles et autres lotions à base de plantes proposées au grand public. Quelques couloirs plus loin, c'est Fatima qui est aux commandes. Venue tout droit de Bel Younej, cette femme entrepreneur donne toutes les techniques à ses apprentis pour fabriquer comme il se doit des filets de pêche de manière artisanale. Nous fabriquons divers produits. Et nous proposons également de former certaines personnes. Les formations ont d'ailleurs attiré du monde. Ce salon est une opportunité de faire connaître les produits fabriqués par notre coopérative aux habitants de la région et au grand public en général. Lors de ces 4e rencontres régionales du micro-entrepreneur, plus de 50 exposants ont proposé leurs produits ainsi que leur savoir-faire. Accompagner ces bénéficiaires d'associations de microcrédits, c'est d'ailleurs l'objectif de cet événement organisé par le Centre Mohamed VI de soutien à la microfinance solidaire. À travers cet événement, les exposants peuvent réaliser des ventes, faire connaître leurs produits ainsi que leur activité. C'est d'ailleurs l'une des priorités du centre, à savoir le soutien des bénéficiaires sur le marché. L'une de nos autres priorités est la formation des bénéficiaires des associations de microcrédit. Vendre, créer, apprendre, l'événement organisé à Mdirk a ravi professionnels, amateurs et grand public, l'occasion de faire de nouvelles découvertes et de donner ainsi un coup de pouce aux artisans du nord du royaume. Elles se sont distinguées dans la médecine, l'enseignement ou l'action associative. Un hommage a été rendu à Fès à des femmes qui s'engagent avec passion dans leur domaine d'activité. Elles sont également récompensées pour leur contribution au rayonnement de la ville de Fès et de sa région. C'est un reportage de Driss El Cohen, le récit est de Oussama El-Baqali. Elles sont une vingtaine de femmes de la ville de Fès, œuvrant dans le secteur de la santé, de l'économie ou du social, mises à l'honneur par l'association Bouabet Fès à l'occasion de la Journée nationale de la femme marocaine. Parmi elles, cette militante associative, fière de passer le flambeau. Cet hommage me donne beaucoup de joie et je suis encore plus joyeuse de voir qu'il y a des jeunes femmes pour prendre la relève et continuer à lutter. Un hommage à des femmes qui montrent une volonté estimable de faire avancer leur ville ainsi que le Maroc. Des femmes sans qui le processus de développement serait moins fluide, tant elles montrent une abnégation, un dévouement et une passion à toute épreuve. Je suis passée de chef de département à vice-doyen chargé de la recherche scientifique et de la coopération, métier qui était exclusivement masculin au niveau de notre faculté. Et donc c'est juste pour dire aux femmes que c'est possible et qu'on peut tout y arriver. C'est un travail citoyen de mettre en valeur les femmes qui honorent la ville de Fès. Pour chacune de ces femmes, le trophée représentant la porte de Fès est une métaphore qui représente un avenir prometteur, qu'elle soit artiste, actrice associative ou entrepreneur. Nous ouvrons la page culturelle de cette édition avec le Festival international de théâtre à Marrakech. Pour cette première édition, l'événement a réuni plusieurs troupes nationales ainsi que des artistes venus d'Égypte, de Côte d'Ivoire ou d'Italie. Ce festival a également été l'occasion de rendre hommage à l'acteur Omar El Azzouzi. C'est un reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima.
Le théâtre, l'une des plus anciennes formes d'expression artistique, est aujourd'hui à l'honneur de ce festival, une célébration à laquelle participent plusieurs troupes théâtrales nationales de différentes villes du royaume et d'autres étrangères venues d'Italie, de Côte d'Ivoire ou encore d'Égypte. Ce festival est tout d'abord une célébration de cette ville de théâtre par excellence. Au programme de cette édition, plusieurs représentations nationales et internationales, notamment avec la participation de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de la Côte d'Ivoire, en plus de troupes marocaines. Le festival sera également l'occasion de rendre hommage à l'artiste et comédien Omar Lazzouzi en reconnaissance de sa contribution qualitative dans l'enrichissement de la scène artistique marocaine. Je tiens à remercier les organisateurs qui ont pensé à me rendre hommage. Il y a plusieurs troupes étrangères participantes venues d'Égypte ou encore d'Italie, sans compter les troupes marocaines qui donneront le meilleur d'eux-mêmes. Cette édition porte le nom d'un grand artiste qui a énormément donné à la ville de Marrakech et qui n'est autre que Omar Lazzouzi, comédien et acteur du grand et petit écran. En plus des différentes représentations au programme, plusieurs ateliers et formations seront dispensés aux comédiens en herbe. L'objectif, encourager les jeunes talents. Il a composé la musique de chefs-d'œuvre du cinéma italien. Le pianiste Nicola Piovani a travaillé avec des réalisateurs comme Federico Fellini et Roberto Benigni. Il est en tournée au Maroc, à Casablanca, devant un public conquis. Il a interprété ses plus célèbres compositions. C'est un reportage de Oussama Al-Bqali et Erdogan Bouarouk. C'est sur ces notes familières, tirées de la partition qu'il a écrite pour le film Intervista de Federico Fellini, que l'artiste fait son entrée sur scène. Pianiste, chef d'orchestre et compositeur, Nicola Piovani raconte son histoire au fil de ses rencontres avec certains des plus grands cinéastes italiens de son époque. Dans la musique, il voit un voyage où, malgré les différences, chacun parvient à la même destination. La musique, c'est une langue qui va parler presque dans le même côté. Mais il y a quelque chose qui est toujours pareil. C'est l'émotion qui monte exactement à ce moment. Collaborant avec Federico Fellini, Mario Monicelli ou encore Roberto Benigni, aux côtés duquel il remporte l'Oscar de la meilleure musique pour La vie est belle, Nicola Piovani et son sextet font voyager, au piano comme à la mandoline, le public marocain sur ses airs transalpins. Pour le théâtre, il a écrit des chansons, il est très connu que dans le monde entier et donc j'ai pensé que vraiment c'était une occasion de le faire connaître aussi au public marocain. La musica è pericolosa, ou la musique est dangereuse. Une expression que Piovani tient de Fellini, qui voyait dans le 4e art le complément émotionnel qui parfait l'image. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Un nouveau coup de théâtre au Parlement britannique. Les députés devaient voter pour ou contre l'accord conclu entre Londres et Bruxelles pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ils ont finalement adopté un amendement qui contraint le Premier ministre britannique à demander un report du Brexit, une option rejetée catégoriquement par Boris Johnson. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Sana Rahimi pour Al-Masaiya. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.